En Suisse, 80% des eaux potables sont stockées sous terre, au cœur des massifs calcaires. Dans ces régions, l'eau est pratiquement absente de la surface du sol. Pourtant, il y pleut beaucoup. L'eau prend donc un autre chemin. Mais comment ces eaux pénètrent-elles dans le sous-sol ? Quel est leur parcours souterrain ? Où vont-elles ? Le long de la chaîne du Jura, qui est une région typiquement calcaire, il existe de nombreuses vallées dans lesquelles il n'y a pas de rivière, ou alors seulement de petits ruisseaux dont le cours est peu étendu. On les appelle des vallées sèches. Dans les régions calcaires, l'eau s'infiltre dans le sol par les fissures de la roche ou disparaît sous terre en s'engouffrant dans des grottes. À partir de son point d'infiltration dans le sol, l'eau peut parfois parcourir plusieurs kilomètres à l'intérieur de la montagne avant de retrouver la surface, au niveau de sources situées au pied des massifs. Un bel exemple de ce parcours souterrain des eaux se trouve dans la vallée de la Sagne, dans le canton de Neuchâtel. Après un bref cheminement au fond de la vallée, le cours de cette rivière s'interrompt subitement. L'eau s'infiltre alors dans les fissures de la roche et poursuit son parcours sous terre avant de réapparaître en surface au niveau de la source de la Noiregue, située 4 km plus loin. La rivière reprend alors son cours à l'air libre en direction du lac de Neuchâtel. Mais le chemin des eaux souterraines à l'intérieur des massifs calcaires est souvent bien plus mystérieux et complexe que dans l'exemple que nous venons de décrire. Pour connaître le trajet emprunté par ces eaux, les scientifiques déversent un colorant dans l'eau avant que celle-ci ne s'infiltre sous terre. Ce colorant va alors traverser la montagne et réapparaître à une source située plus bas dans la vallée, ce qui prouvera la liaison souterraine entre le point de disparition sous terre et la résurgence. Mais regardons de plus près comment l'eau se ferait un chemin sous terre. Les reliefs calcaires sont très riches en fissures et en entrées de grottes. L'eau pénètre dans le sous-sol par ces vides et s'écoule vers le bas. Après avoir traversé les roches calcaires, cette eau atteint le plafond de grottes d'où elle tombe, goutte à goutte. Ces écoulements modestes s'additionnent les uns aux autres pour former de petits ruisseaux qui, à leur tour, se rejoignent pour constituer des rivières plus importantes. À une certaine profondeur, les écoulements qui traversent les massifs calcaires atteignent un niveau où toutes les fissures et les grottes sont noyées. C'est par des sources situées au pied des massifs montagneux que l'eau retrouve l'air libre. Au moment de la fonte des neiges ou lors de fortes pluies, le débit de ces sources peut être multiplié par 100. Durant ces périodes particulièrement humides, le niveau d'eau à l'intérieur des galeries souterraines peut monter de plusieurs dizaines de mètres. C'est le cas du gouffre du Creux Genat dans le Jura. Lors de crues, le niveau d'eau monte dans la grotte et finit par déborder par l'entrée de la cavité. Résumons ce voyage de l'eau au cœur des massifs calcaires. Tout commence au moment où les précipitations atteignent le sol. En pénétrant dans le sol, l'eau se charge en gaz carbonique et en éléments organiques présents dans l'humus. Cette eau devient agressive et provoque la dissolution des calcaires. Petit à petit, les fissures s'élargissent. Au cours de sa descente vers les profondeurs de la montagne, les petits écoulements épars se rejoignent et forment des ruisseaux, puis de véritables rivières. L'eau reste parfois stockée plusieurs mois sous terre avant d'émerger au niveau d'une source. Il existe donc sous nos pieds de véritables rivières et lacs. Ce sont les roches calcaires, solubles dans l'eau, qui rendent possible ce phénomène.